I mean, you've been stuck in a motorcade for the past 10 years. We don't measure our level of optimism through our level of spending. His promises, they're puffs of smoke. We need to invest right now. now. We know right now. Que de pression et que d'efforts déployés pour ces joutes politiques que représentent les débats des chefs en campagne électorale. Cette campagne a ceci d'inusité que les chefs doivent se prêter à l'exercice 4 fois en 2 semaines. Imaginez, après le débat du Globe and Mail jeudi, ce sera le débat Radio-Canada à la presse en français jeudi prochain. Puis suivront 2 autres débats sur les affaires étrangères et à TVA la semaine suivante. Ouf, diraient certains. Qui de mieux placé pour en discuter que nos stratèges? Je les rejoins. Vous allez voir, ils sont vraiment aux 4 coins du pays cette semaine. Robert Asselin, conseiller de Justin Trudeau, vous êtes à Halifax. Catherine Loubier, conseillère de Stephen Harper pour le Québec, vous êtes à Windsor. Carl Bélanger, conseiller principal de Thomas Mulcair, vous êtes à Saint-Jean-Terre-Neuve. Et cette semaine, comme on parle débat, que les débats français aussi, bien on a invité Dominique Vallière, directeur des relations de presse du Bloc québécois. Vous êtes à Québec, donc bon dimanche à vous 4. Bonjour. Bonjour. Je commencerai avec vous, Monsieur Vallière, vous êtes le nouveau venu. Pour expliquer à monsieur et madame tout le monde, c'est quoi la chose la plus importante qu'on prépare un débat, pour un chef pour un débat des chefs? Bien, en fait, c'est le contenu. Puis M. Duceppe le dit, puis on le voit bien dans la préparation. Ce qui est la meilleure préparation pour le débat, c'est la campagne elle-même. M. Duceppe va, au fil des rencontres qu'il va faire, noter des noms, des témoignages, des circonscriptions, puis garder ça, puis amener ça avec lui dans les différentes séances de préparation pour être en mesure de donner une couleur peut-être un petit peu plus locale ou régionale aux différents clips qui vont sortir, aux différentes lignes qui vont sortir. Catherine, vous avez un chef qui a une grande expérience de ces débats-là. Le ton n'est pas toujours le même. Il y a des objectifs précis qui dépendent des campagnes électorales que vous fixez avec lui quand vous le préparez. Oui, absolument. Il y a les objectifs précis de la campagne qui sont très importants, mais aussi il peut y avoir des enjeux qui surviennent dans les jours avant le débat. Alors, il faut bien ajuster le ton et être certain de passer nos messages. Et il faut voir quel ton on adopte. Est-ce que c'est un ton calme, plus ferme ou même une touche d'humour, tout dépendant de la personnalité des autres leaders. Et c'est justement dans la pratique de tout ça qu'on prépare le chef à faire face aux différentes personnalités et ce qu'on doit anticiper des autres leaders. Justement, parlant de personnalité, Robert, Carl, vous avez préparé plusieurs chefs dans vos carrières à des débats des chefs. À quoi ça sert cet exercice? Est-ce que c'est encore utilisé, cette idée de faire un faux studio, de demander à des conseillers, à des députés de jouer les adversaires, donc vraiment faire un jeu de rôle? Carl, je commence avec vous. Absolument. C'est une façon pour s'entraîner. Hein. C'est un peu comme un match de boxe. On a des partenaires d'entraînement avec lesquels on simule le match. Alors, on simule le débat. On tente de mettre le chef dans le bain de ce qui va arriver lors de la vraie situation. Donc, on a des gens qui personnifient les différents chefs et qui tentent de trouver les lignes d'attaque pour aider les chefs à bien répondre à cette attaque-là, à les prévoir. Par exemple, moi, j'ai pendant quelques années joué Gilles Duceppe. J'ai presque autant d'expérience que Gilles Duceppe à préparer des débats en tant que Gilles Duceppe, mais ça aide beaucoup les chefs à voir venir les coups et surtout à contre-attaquer. Mais question que tout le monde doit se poser, quand on joue Gilles Duceppe avec son chef néo-démocrate, on se met complètement dans la tête d'être un bloquiste. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'idée? Mais on essaie de faire ça parce qu'il faut rendre la simulation la plus véridique possible. Alors évidemment, on se tient au courant là, des différents programmes, des lignes qui sont utilisées en point de presse et on tente aussi de voir venir quelles seront les stratégies, quels seront les angles d'attaque pour bien préparer le chef à toute éventualité. Évidemment, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout deviner, mais ça permet au chef d'être sur ses gardes, de s'entraîner et d'avoir des belles lignes de contre-attaque lorsque le besoin se fait sentir. Robert, toujours pertinent ces jeux de rôle? Plus pour un chef moins expérimenté qu'un chef plus expérimenté ou c'est universel? Non, pour moi, la simulation, la principale fonction, c'est vraiment la forme. Le fond, les chefs, honnêtement, pendant qu'ils sont dans la campagne, ils connaissent leur message, ils savent ce qu'ils veulent communiquer. Ce qui est vraiment important pour eux, c'est de comprendre en bon français, le flow du débat. Comment la question va venir, ça va être quoi la répartie. Vous savez, chaque débat est différent, les règles ne sont jamais les mêmes. Alors, c'est ça qui est important dans une simulation, c'est que le chef comprenne, bon, j'ai 30 secondes pour répondre à ça, après, ça va être l'autre chef, l'autre, il peut revenir à moi. Alors, c'est vraiment là où c'est important
de faire la simulation. Mais moi, je vous dirais, le débat en bout de ligne, c'est un test d'authenticité. On peut préparer un chef de différentes façons, on peut lui donner des lignes d'avance. Si à la fin du débat, les gens sentent que le chef est vraiment, c'est pas clair, son message, ça venait pas vraiment de lui, il avait l'air de dire des lignes qu'on lui a données, ça fonctionne pas. Alors, la préparation d'un chef varie vraiment d'un individu à l'autre, mais en bout de ligne, il faut que le chef soit à l'aise, il faut qu'il ait l'air d'être authentique, il faut qu'il livre son message le plus simplement possible. Robert a un peu raison. Et on peut préparer un chef, on peut être sous-préparé, mais il y a un danger aussi quand on est sur-préparé. Ouais. Et alors là, on peut sonner tout à fait scripté. Pour les gens, ça ne sonne pas authentique, effectivement. Les lignes qui tuent, tout le monde a le You had an option, sir. C'est comme devenu mythique maintenant. Tous les débats, on espère qu'il va en avoir une. Dominique, je commencerai avec vous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés dans l'idée qu'un chef se présente au débat avec une petite besace là, de lignes qui tuent à sortir au bon moment? C'est utile, vous y croyez? Bien, pas chez nous, puis je vais m'inscrire en faux avec mes deux précédents collègues. Nous, on ne fait pas de simulation avec les autres chefs. Et M. Alcelin le disait, puis il a tout à fait raison, les 4 chefs ensemble, ça crée quelque chose de nouveau à chaque fois. M. Duceppe, ça sera la 10e et la 11e fois qu'il débat avec M. Harper, donc le connaît bien. N'a pas débattu encore ni avec M. Mulcair ni avec M. Trudeau. Alors, ce sera quelque chose qui va être complètement différent, mais non, pas de rien de préparé à l'avance, de scripté à l'avance. Vous savez, dans l'ensemble des conseillers qui sont autour de M. Duceppe, le meilleur pour sortir des punchs comme ceux-là, c'est M. Duceppe. Et lui, ce qu'il va préparer, en fait, c'est essentiellement le contenu, les différents angles du débat, mais non, on ne prépare pas de ligne en 10 mots, en 8 mots ou en 5 mots pour passer un message sur un chef ou sur un autre. Catherine, les lignes qui tuent. Ayant entendu votre chef dans des débats, je me doute de la réponse, mais j'aimerais ça vous entendre. Oui. Écoutez, je pense que la première chose, c'est passer les messages directement aux électeurs. Donc, c'est sur ça que le chef, que Stephen Harper, va s'attarder pendant les débats. Maintenant, les lignes qui tuent, bien, c'est sûr qu'il y a des angles d'attaque évidents avec les partis avec lesquels on est en compétition. Donc, on discute de ça, on discute des arguments qu'on peut mettre de l'avant, de la personnalité des chefs. Est-ce qu'à un moment donné, on va chercher un peu à déstabiliser l'adversaire ou à avoir, comme je disais tantôt, une pointe d'humour? Mais il y a aussi, est-ce qu'on va se retrouver sur la défensive à un moment donné ou est-ce qu'on va être capable de faire une percée dans le débat? Ça, c'est extrêmement important. On a vu le dernier débat était à peu près nul, si on peut dire. Donc, un débat où il y a un gagnant et un perdant, ça peut changer beaucoup de choses dans la campagne. Maintenant, je sais que nous, les journalistes et analystes politiques, la première chose qu'on nous demande tout le temps, c'est qui a gagné, qui a perdu. Vous êtes en studio, vous êtes à côté de vos chefs, vous les regardez. Savez-vous s'ils ont perdu ou gagné? Je voudrais qu'on roule un moment du débat des chefs de 2011 qui avait beaucoup à l'époque marqué les esprits, qui a été identifié peut-être comme un point tournant dans la campagne à ce moment-là. C'est un échange, vous allez voir, dans le débat anglais entre M. Layton et M. Ignatieff à l'époque. I've got to ask you then, why do you have the worst attendance record in the House of Commons of any member of Parliament? If you want to be Prime Minister, you better learn how to be a member of Parliament first. You know, most Canadians, if they don't show up for work, they don't get a promotion. Mr. Layton, I don't surrender to anybody in my respect for the institution of Parliament and my obligation to the people who put me there. So don't give me lessons about respect for democracy. Well, don't give me lessons. Don't give me lessons. Donc, quand on ne se présente pas au bureau, on ne demande pas une promotion. Ça pourrait se qualifier comme une ligne qui tue. Carl, je commencerai avec vous. À ce moment-là, quand le débat était fini, vous aviez l'impression que s'était passé quelque chose? Parce que c'est quand même sur un enjeu assez obtus, c'est la démocratie, etc. Mais c'est surtout dans la réaction de l'adversaire qu'on peut voir qu'il s'est passé quelque chose. Il semble que M. Ignatieff n'était pas prêt à cette attaque-là et n'a pas su réagir de façon convaincante envers les électeurs. Alors, on pensait qu'on avait réussi un bon coup. Cependant, l'impact ne s'est ressenti que plusieurs jours plus tard. Au moment même, à chaud, c'est difficile de bien analyser. On applaudit les attaques de nos chefs, on applaudit les bonnes lignes, on applaudit les bons points, mais il faut prendre un peu de recul. Ça prend quelques jours pour voir. On a vraiment marqué un gros point sur cet échange-là. Robert, vous étiez de l'autre côté de cette équation-là. Vous avez senti le coup porté à ce moment-là ou vous aussi, ça a pris un peu de temps avant qu'on le décante? Non, honnêtement, sur le coup, on le voit pas. C'est dans la réaction suivante, suivant le débat, puis là, les gens en parlent. Mais je pense que l'extrait que vous montrez montre très bien la dichotomie par rapport à ce que les médias voient comme étant
l'analyse d'un débat et monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça dans leur salon. Pour moi, l'objectif principal d'un débat, c'est très simple. C'est de communiquer aux gens, aux Canadiens, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on veut faire si on est élu au gouvernement, premier ministre, donc d'expliquer notre programme. Les médias, eux, le voient beaucoup contre l'aspect adversarial du débat, la façon que les gens se sont positionnés. Mais je pense que c'est deux façons vraiment différentes. Puis la recherche démontre bien que quand les gens regardent un débat, les gens qui ne suivent pas la politique comme nous à tous les jours, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que la personne a l'air confiante? Est-ce que son programme est clair? Est-ce qu'il réussit à communiquer de façon efficace? Est-ce que je comprends, autrement dit, à la fin du débat, qu'est-ce que la personne veut faire si elle gagne le gouvernement? Je pense que c'est ça la grande différence. Carl, il reste quelques secondes. Je vois que vous voulez intervenir. Je vais vous donner le dernier mot dans ce cas-là. Mais Robert a un peu raison, mais il y a deux auditoires pour un débat. Il y a les gens qui regardent le débat et on fonctionne de cette façon-là. Mais il y a des gens qui ne le regardent pas, qui vont se faire une idée du débat avec les nouvelles télévisées. Et à ce moment-là, les lignes comme celle-là deviennent très, très importantes. Catherine, il reste quelques... Catherine, Dominique, je vous donne 10 secondes chacun. Vous devez préparer vos chefs pour deux débats, le public et le débat sur le débat, l'analyse qui en sera faite après. C'est ça, hein, Catherine? Absolument. C'est pour ça que les spinners, comme on dit en anglais, existent et on fait l'examen après des médias ou dans quelle direction ça va, comment on peut l'influencer. Effectivement, il y a les gens chez eux où on parle des choses qui leur importent, leur retraite, l'argent dans leur poche, puis il y a l'analyse médiatique de comment le débat a été. Dominique, en quelques secondes? Bien, effectivement, Influence Communication a produit quelque chose cette semaine qui disait que dans le nombre de nouvelles qui a été généré par la campagne, il y avait 6 qui étaient par les politiciens eux-mêmes et 94 qui étaient le commentaire. Alors, c'est extrêmement important non seulement de passer à travers le débat puis de s'assurer que le chef a, oui, parlé des enjeux qu'on avait estimés importants, mais il faut aussi gagner le débat sur le débat. Gagner l'après-débat. Alors, vous êtes tous en préparation pour la joute de jeudi. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Oui, merci. Au revoir.